Bonjour, je m'appelle Philippe Maris, je suis le directeur général de Maris Consulting. Je mets en œuvre la théorie des contraintes en général associée au Lean depuis plus de 30 ans, plus de 200 fois, dans tout type d'industrie et partout dans le monde, que ce soit pour concevoir ou fabriquer des voitures, des trains, des avions, des fusées, des hamburgers, etc. Dans cette série de 4 vidéos sur le management de projet par la chaîne critique, après la première vidéo sur les problèmes de management classique de projet et la deuxième sur comment on planifie des projets selon la chaîne critique, voici donc la vidéo sur comment on exécute des projets sous chaîne critique. C'est ici que vous allez comprendre comment on peut obtenir ces extraordinaires résultats que sont apportés par l'approche chaîne critique. Comment on peut, par exemple, c'est un de nos cas clients, on peut multiplier par 3 le nombre de projets réalisés, c'est-à-dire que dans une même équipe qui auparavant produisait 1,8 projets par semaine, ils arrivent à dépasser 6 projets par semaine. Cette même équipe qui prenait 50 semaines pour faire ces projets, maintenant les fait en 8 semaines. Et le respect des délais était auparavant inférieur à 10% et maintenant nettement supérieur à 85%. Donc tout ça simultanément. Et ça aura un sens ici quand vous voyez comment on exécute. Mais pour comprendre comment on exécute, n'hésitez pas s'il vous plaît à regarder les vidéos précédentes sur l'environnement qu'on a créé par la planification. C'est ici que vous allez voir comment on peut opérer une incroyable transformation dans la qualité de vie et l'environnement de travail dans le monde des projets, en passant d'un monde de non-sens à un monde avec une grande visibilité, une meilleure stabilité, des bonnes performances, et où on passe beaucoup plus de son temps à créer de la valeur en faisant les projets et beaucoup moins de temps perdu à essayer de les manager. Donc nous avons vu comment dans la vidéo précédente on planifiait et donc on calculait où est la chaîne critique dans un projet. Donc la séquence de tâches et de ressources qui détermine en fin de compte la durée des projets. Donc, pour que le projet aille au plus vite, il faut s'assurer que cette séquence de tâches se déroule au mieux. Et dans le mode exécution, on peut mettre en œuvre, en tout cas c'est ce que nous préconisons, le principe de la course de relais, qui est le suivant. Imaginons donc que cette équipe, avec des changements d'acteurs, va se passer le relais du projet, et comme un bâton de relais, ils vont se le passer entre les interlocuteurs pour ainsi s'assurer que il gagne la course au plus vite. Nous, en ce qui nous concerne, nous utilisons en fin de compte un principe de mascotte, c'est-à-dire des objets plus ou moins surprenants qui se déplacent d'un bureau à un autre pour symboliser que, attention, cette personne travaille sur la chaîne critique. Merci de ne pas les déranger, leur travail est très important. Autre possibilité pour arriver au même résultat, c'est qu'on peut créer des salles chaîne critique, c'est-à-dire que les personnes qui vont réaliser ces tâches critiques vont s'isoler dans les salles où en général on s'organise pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'appel entrant. Ils vont travailler dans des parfaites conditions de travail, tout à fait isolés, pour pouvoir se focaliser sur la réalisation de leurs tâches. Donc c'est absolument fondamental de pouvoir exécuter ces tâches au plus vite et nous vous recommandons par exemple le principe de la mascotte pour ce faire. Donc nous allons suivre l'exécution d'un projet et excusez-moi de commencer par un petit basique, mais dans la cacophonie du management actuel des projets, ça vaut peut-être le coup de revenir sur quelques principes de base. Nous allons avoir une ligne d'état et dans cette ligne d'état, tout ce qui est derrière cette ligne c'est le passé et tout ce qui est devant cette ligne c'est le futur. Une évidence. Imaginons donc qu'on suit l'exécution des projets et ici dans ce graphique, les tâches qui ont une barre noire représentent le travail qui a été fait. Et donc ça c'est fait, c'était prévu, c'est bien. Ça c'est partiellement fait, il y a une partie qui reste à faire. Et là, quelqu'un a fait quelque chose avant que ce soit prévu. Donc si dans ce projet on fait une planification à date, ces choses-là vont disparaître, elles sont faites. Ce qui restait à faire ici est là. Et nous voyons que ce qui reste à faire. Je répète, ceci peut paraître une évidence, mais on trouve ça très rarement dans les projets. On oublie ce qui a été fait, on regarde maintenant ce qui reste à faire. Donc, prenons cet exemple. C'est toujours le même que celui qui a été utilisé dans la vidéo précédente sur la planification. Nous sommes le lundi matin de la 2e semaine du projet. Pierre devait faire cette tâche, il l'a fait, d'où la barre en noir. Il devait faire cette 2e tâche, et il l'a réalisée. Et bref, si vous regardez, ceci étant un week-end, toutes les tâches sont faites comme prévu.
on va poursuivre, rien à dire, il n'y a aucune consommation des tampons. Par contre, la semaine suivante, ici, nous voyons que il y a des retards qui ont été pris. Pierre devait faire cette tâche, il ne l'a pas fait, et donc il a 2 jours de retard. Il était sur la chaîne critique, et donc on a consommé le projet tampon de 2 jours. Ailleurs, ici, Sophie et Arnaud devaient faire des tâches. Sophie a fait partiellement sa tâche, et Arnaud n'a donc pas encore pu commencer sa tâche. De ce fait, ce tampon-là, qui est un tampon auxiliaire, a été consommé 2-3 jours par rapport aux 5 jours de son projet. Donc, on va avoir cette mise à jour très facilement, en fait. Il faudra demander pour cela à tous les différents acteurs de restituer ce qu'ils ont fait, mais aussi, et ça c'est pas quelque chose qui est souvent récolté, ce qui reste à faire. Donc, si j'ai une tâche à faire de 5 jours, si j'ai fait 4 jours de travail, ben je déclare donc le réaliser 4 jours, mais dans le reste à faire, je ne dis pas nécessairement que j'ai une journée qui me reste à faire. J'estime, je réestime une deuxième fois, je suis en train de le faire, combien de temps il me reste. Et j'ai parfaitement le droit de dire que finalement il me reste encore 3 jours de travail. C'est-à-dire qu'il était prévu 5 jours, finalement ça va en prendre 8, et donc il me reste encore 3 jours. Donc on ne demande pas aux gens de respecter les engagements qu'ils avaient pris initialement, mais sans cesse, au fur et à mesure du déroulement, de dire qu'est-ce qui leur reste comme travail, en oubliant leur engagement précédent. Référez-vous à la vidéo précédente pour comprendre toute l'importance de travailler ainsi. On ne force pas les gens à respecter les durées focalisées, moyennes, que nous avons identifiées dans ce réseau. C'est très différent des manières normales, classiques, de suivre un projet. On a le droit de dire, j'ai un problème, je sais que j'ai consommé tout mon budget, mais j'en ai encore pour X temps. On a ça qui est fait automatiquement avec des logiciels et qui permet de savoir où on en est. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir piloter? On a ce Fever Chart. Il mesure 2 indicateurs clés. Le premier, c'est le pourcentage d'avancement le long de la chaîne critique, n'est-ce pas? Qui est bien sûr une mesure de l'avancement du projet dans son ensemble. Ceci est sur cet axe. Donc, le projet commence ici et il sera terminé quand il arrive là. La deuxième chose qu'on mesure, c'est le pourcentage de consommation du tampon. C'est sur cet axe-ci, de 0 à 100. Et ensuite, le principal indicateur, le principal KPI, va être le ratio des consommations de ces 2 indicateurs. Donc le pourcentage de consommation du tampon divisé par le pourcentage d'avancement de la chaîne critique. C'est bien plus simple de se le représenter sur ce graphique. Par ici, on va avancer sur la chaîne critique, et par là, on consomme du tampon, n'est-ce pas? Comment se passe le projet? Imaginons le déroulement de celui-ci qui se déroule sur 6 semaines. Donc on démarre nécessairement au début du projet et sans consommation de tampon. Et 1 semaine plus tard, on est ici. Et donc, on a consommé un peu de tampon, mais c'est pas grave, tout va plutôt bien. Rappelez-vous que le tampon, il est fait pour être consommé, en tout cas en partie. La semaine suivante, ça continue à aller plutôt bien, mais quand même, si on continue comme ça, on va avoir des problèmes. Donc on fait ce qu'il faut pour que les choses s'accélèrent un peu, et on se retrouve par exemple ici, à la 3e semaine, tout va très bien, le projet devrait se dérouler parfaitement. Mais lors de la 3e semaine, en fin de compte, il rencontre un gros problème, et il n'avance absolument pas. Il ne progresse absolument pas. Il consomme du temps, il travaille, etc. Mais il n'avance pas. Et donc, on ne fait que consommer du tampon, et on monte ici. Dans cette zone rouge, parce que si ça continue comme ça, le projet va être en retard, on regarde qu'est-ce qui peut être fait, est-ce qu'il y a des moyens supplémentaires, est-ce qu'on peut aider ce projet à accélérer. On trouve des solutions, on avance, et ainsi, on continue jusqu'au bout. On termine là. Ça veut dire qu'on termine le projet en avance. Le projet terminé à l'heure, c'est ici, tout à fait en haut à droite. Ce projet est terminé avec un peu d'avance.
Ceci est normal, sain, c'est ce qu'on doit viser. Normalement, on cherche à faire en sorte que l'essentiel des projets se termine dans le dernier tiers du tampon. Ça veut dire qu'il est à peu près correctement dimensionné. Donc, voilà comment on suit un projet avec cette fever chart. Personne n'a trouvé en français une traduction pertinente. Donc, nous utilisons ce terme. Les couleurs qui sont là, vous verrez peut-être selon certains logiciels que les formes et les proportions exactes des couleurs vont varier, et c'est normal car c'est tout à fait empirique. Grosso modo, on est en train de dire que si on est dans le vert, tout va bien, rien à dire, rien à changer, poursuivez ainsi. Si on est dans le jaune, zone d'alerte, attention, vérifiez que tout se passe bien, avez-vous besoin d'aide, etc. Zone rouge, réagissez, si vous continuez comme ça, le projet va être en retard. C'est complètement empirique, ça varie d'une entreprise à une autre, etc. En général, d'ailleurs, c'est paramétrable. Certains, d'ailleurs, disent que la zone jaune ne sert à rien, et ils ont juste des zones vertes et rouges. Bien, donc voilà comment on va suivre avec la fever chart un projet. Ce qui est fascinant, c'est qu'on utilise ensuite exactement le même système pour suivre le portefeuille de projet. Et voici un exemple. Cet exemple d'ailleurs n'est pas un cas d'école, c'est un cas réel en France. Et les points représentent leur projet en développement de produits. C'est après, ce cas-là est après 7 ans de pratique de la chaîne critique, donc c'est une fever chart bien mature. Mais c'est ça que vous devriez viser. Vous avez donc à peu près les 3/4 ou plus des projets qui sont dans le vert. N'est-ce pas? Ils ne nécessiteront aucune intervention managériale, pas de réunion, pas de rien. Ils vont se dérouler tout seuls et vont terminer en avance. Les 3/4 des projets. Le management n'aura plus qu'à suivre les projets qui dérivent, qui sont ici, et intervenir pour aider ces différents projets. Donc voilà, c'est incroyablement facile et visuel, et ça permet en fin de compte d'arbitrer dynamiquement entre les projets. Prenons 2 cas. Nous avons ici un projet P1 et un autre projet P3. Imaginons que c'est la même ressource qui, en arrivant le lundi matin, doit faire les 2 tâches. C'est lui qui est prévu pour cette tâche et c'est lui qui est prévu pour cette tâche-là. Ce sont des tâches qui sont sur les chaînes critiques respectives des 2 projets. Comment va-t-il choisir entre les 2 tâches? Eh bien, avec cet outil, il n'a même pas besoin de demander à sa hiérarchie sur quoi il travaille. En fin de compte, on va regarder le ratio et choisir le projet en fonction de celui qui a le pire ratio de consommation de tampons par rapport à la chaîne critique. Ce qui est une autre façon de dire que vous allez définir les priorités comme ça. Et donc, entre P1 et P3, eh ben, c'est P1 qui est prioritaire. Ceci est fait objectivement, en toute transparence, même pas besoin de consulter la hiérarchie. C'est une décision objective et qui prend en compte les différentes situations des projets. Prenons un deuxième cas. Nous avons le projet P3 et P17. Pareil, c'est la même ressource qui doit travailler sur le projet. Et sur le projet P17, c'est une tâche critique. Par contre, sur le projet P3, c'est une tâche non critique. Elle n'est pas sur la chaîne critique du projet P3. Et bien dans ce cas-là, on ne regarde même pas le graphique. On a à choisir entre une tâche sur une chaîne critique et une tâche qui n'est pas sur une chaîne critique. Et c'est la tâche sur la chaîne critique qui est prioritaire. Donc pareil, même pas besoin de demander à qui que ce soit. C'est une décision qu'on prend simplement en regardant l'état des lieux. Et on sait très bien qu'on doit travailler sur le projet P17. On a évoqué dans les vidéos précédentes et dans d'autres le fléau du multitâche, n'est-ce pas? Effectivement, nous, on fait régulièrement des audits pour voir quelle est l'ampleur des dégâts, et on trouve régulièrement des gens qui sont acteurs dans les projets, qui vont changer de tâche au moins une 60aine de fois par jour, qui vont travailler moins de 10 minutes à la fois sur un projet donné, et donc avec une inefficacité énorme. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas un outil qui permet de dire de manière stable et non discutable et transparente sur quoi ils devraient travailler. Et donc,
c'est un email, c'est un coup de fil, c'est une pression, etc., etc. Et on change sans cesse de projet sur lequel on travaille. Ici, on a la réponse et on peut se concentrer sur le projet qui est prioritaire. C'est aussi simple que ça. Et c'est très très important. Et quand vous entendez parler de la réduction des multitâches, on ne l'élimine pas. Hein. Si on part d'un environnement dans lequel les gens changent de sujet 60 fois par jour, on va peut-être seulement réduire à 10. Mais l'impact sur les performances sera énorme. Dans un des cas que vous verrez dans les cas de mise en œuvre, c'était justement donc un passage de 60 à 10 changements de sujets par jour. Ils ont multiplié par 3 le nombre de projets qu'ils pouvaient réaliser, parce qu'ils travaillaient de manière beaucoup plus concentrée sur les choses. Autre chose que vous ne pouvez probablement pas imaginer, c'est qu'en réduisant comme ça le multitâche, en sachant une fois pour toutes sur quoi on devrait travailler, on va éliminer beaucoup d'erreurs stupides. Très souvent, quand on regarde un projet de développement d'un nouveau produit, les erreurs ne sont pas qu'on a poussé la science à ses limites. C'est tout simplement qu'en travaillant dans de très mauvaises conditions, on a fait une erreur bête. Et vous verrez que si vous arrivez à réduire de cette façon le multitâche en indiquant très clairement quelles sont les priorités, vous allez avoir un incroyable impact sur la qualité de vos produits. Donc, on a cette fever chart et j'espère que cette série de vidéos fera en sorte que vers 2 heures demain matin, vous allez vous réveiller en sursaut en disant j'en veux une, parce que on a quelque chose qui est la taille d'une carte postale, qui permet de gérer ce qui vous semblait jusque-là impossible à gérer, de cacophonie, de non-visibilité, etc., et qui donne très simplement les réponses aux questions, qui permet au management de se concentrer seulement sur les sujets qui le méritent pour eux. La plupart de l'activité se déroule sans même une intervention de leur part. Et tout ceci est parfaitement transparent, vous pouvez l'afficher pour s'assurer que effectivement, c'est légitime que la ressource que vous attendiez sur votre projet, elle est finalement en train de travailler sur autre chose. Vous pouvez vérifier, oui, il faut qu'il travaille sur cet autre projet, parce que cet autre projet en a plus besoin que moi. Donc on arrive à quelque chose qui est un monde totalement différent que ce que vous connaissez aujourd'hui de l'environnement de travail dans les projets. Voilà, il fallait, pour comprendre toute la puissance de la chaîne critique, passer par les étapes de comprendre le problème et de bien planifier un projet. Mais vous voyez maintenant, quand on voit qu'est-ce qu'on a construit et comment on peut exécuter, comment il est possible qu'on obtienne les résultats remarqués par tous ceux qu'il faut de la chaîne critique, c'est-à-dire qu'on fait grosso modo 2 fois plus de projets par an, on est 2 fois plus efficace, on arrive à faire ces projets au moins 2 fois plus vite, et en plus on arrive à les terminer beaucoup plus à l'heure. Ou plus précisément, si vous réfléchissez bien à ce que vous avez ici, vous allez avoir des retards sur les projets, mais des retards nobles. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous avez pris un pari sur une technologie, vous avez pris un pari sur un fournisseur ou un partenaire qui a échoué, mais vous n'allez plus mettre en retard des projets par conflit de priorité, erreur de management, et ainsi de suite. Vous verrez par exemple, une des choses qui me semble extrêmement valorisante pour tout le monde et très importante pour les performances de l'entreprise, c'est que aujourd'hui, probablement, vous passez, en tant que terme de manager, tout votre temps à regarder les projets qui vont bientôt se terminer en retard, en mode pompier. La logique que je viens de vous décrire vous explique pourquoi il faut s'intéresser à ce qui se passe ici. Les projets qui sont mal nés. Et donc, longtemps avant qu'il soit trop tard, vous allez regarder qu'est-ce qui se passe. Les spécifications du marketing ne sont pas claires. Le proof of concept est un problème. Cet avion qui est arrivé dans mon hangar, il est en très mauvais état. Et donc, vous allez porter votre attention managériale en amont, plutôt que de passer votre temps avec zéro visibilité à vous disputer sur les priorités entre le projet très en retard du grand patron et le projet très très en retard, mais qui n'est juste pour un client normal. Voilà le monde de la théorie des contraintes, chaîne critique, et ça permet de donner ce genre de choses. Et je vous répète, c'est un monde que vous ne pouvez pas imaginer, ça paraît invraisemblable quand vous êtes dans un actuel où probablement c'est beaucoup de stress. Les gens essentiellement ne savent pas en arrivant chaque matin qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur journée. Il y a du burn-out, de la dépression, des disputes stériles, beaucoup de mensonges sur un engagement, les dates, etc. Et on peut parfaitement mettre ça sous contrôle. C'est pour ça que nous évoquons le nom de la formation qui présente tout ça en détail, la formation d'un jour, s'appelle « Osez terminer tous vos projets à l'heure ». Il n'y a aucune raison
de ne pas pouvoir arriver à ce genre de choses. Merci beaucoup. Vous verrez dans la vidéo suivante, la dernière, comment on peut améliorer plus encore les performances sur cette base-là.